Paris. Juillet 1918. Dans les sous-sols d'une maison ordinaire à Yekaterinbourg, le sol est froid, humide, imprégné d'une odeur métallique qui ne partira jamais. 11 coups de feu résonnent dans la nuit. Puis le silence. Mais ce silence ne marque pas une fin, il marque l'aboutissement de 3 siècles de folie, de sang contaminé, de secrets enterrés sous des robes de soie et des couronnes d'or. Ce qui vient de mourir dans cette cave ne sont pas seulement des corps, c'est la dernière preuve vivante que le pouvoir absolu engendre des monstres, que la pureté du sang royal n'est qu'un mensonge élégant pour masquer la pourriture. Cette nuit-là, une dynastie s'est éteinte, mais son histoire commence bien avant, dans les salons dorés où personne n'osait prononcer le mot qui aurait tout changé. Hémophilie. La maladie des rois. La malédiction invisible qui transformait chaque enfant royal en bombe à retardement. Et au centre de cette tragédie, il y a lui, Alexis Romanov, le tsarévitch qui n'aurait jamais dû naître, l'héritier condamné dès le premier cri, le garçon dont chaque chute pouvait être fatale et dont la survie dépendait d'un moine fou que tout le monde détestait mais que personne n'osait chasser. Parce que Raspoutine était la seule personne capable d'arrêter les saignements. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Avant de plonger dans l'une des histoires les plus sombres et les plus dissimulées de l'histoire européenne, abonnez-vous et activez la cloche si vous aimez les vérités que les livres d'histoire préfèrent oublier. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, parce que ces histoires nous connectent à travers les continents et les époques, unissant notre fascination pour ce que le pouvoir fait aux êtres humains quand ils refusent d'admettre ses propres failles. Bien avant qu'Alexis n'ouvre les yeux sur un monde qui ne pourrait jamais le protéger, la sentence avait déjà été prononcée. Son corps n'était que le dernier maillon d'une chaîne génétique tordue qui remontait jusqu'au palais britannique, jusqu'à la reine Victoria elle-même, la grand-mère de l'Europe, celle qu'on appelait avec révérence mais qui portait en elle un défaut mortel qu'elle a transmis à ses descendants comme un héritage empoisonné. L'hémophilie, cette maladie du sang qui empêche la coagulation, qui transforme chaque égratignure en hémorragie potentielle, chaque choc en agonie, n'était pas une punition divine ni une malédiction surnaturelle. C'était de la génétique pure et simple, une mutation sur le chromosome X que Victoria a transmise sans le savoir à travers toutes les maisons royales d'Europe. Ses filles ont épousé des rois, des princes, des empereurs, tissant un réseau de mariages stratégiques censé unifier l'Europe, mais ce qu'elles ont vraiment propagé, c'est la mort lente, la souffrance silencieuse, les enfants qui mouraient avant 10 ans dans des chambres fermées à clé pendant que les médecins de cour inventaient des mensonges pour protéger la réputation des familles. La maison Romanov, fière, autoritaire, convaincue de sa supériorité divine, a accueilli cette tare avec les bras ouverts. Parce que pour eux, épouser une princesse européenne n'était pas seulement une question d'alliance politique, c'était une confirmation de leur légitimité, une preuve qu'ils appartenaient au club des élites, que leur sang était aussi pur, aussi noble, aussi sacré que celui des Windsor ou des Hohenzollern. Mais ce sang n'était pas sacré, il était malade. Alexandra Féodorovna, née princesse Alix de Hesse, petite fille de Victoria, a été choisie pour devenir tsarine non par amour, bien que Nicolas II l'adorait avec une dévotion presque pathétique, mais par stratégie dynastique. Elle était jeune, belle, pieuse, éduquée dans les meilleures cours européennes. Elle semblait parfaite. Mais ce que personne ne savait, ou ce que tout le monde refusait d'admettre, c'est qu'elle portait en elle le gène défectueux. Et quand elle est tombée enceinte pour la première fois, toute la Russie a retenu son souffle. Un héritier, un garçon, un futur tsar. C'était tout ce que la dynastie attendait. Mais les 4 premières grossesses ont donné 4 filles. Olga, Tatiana, Maria, Anastasia. Belle, gracieuse, mais inutile aux yeux du système. Parce qu'une fille ne pouvait pas hériter du trône. Une fille ne pouvait pas perpétuer la lignée Romanov. Alors on a prié. On a jeûné. On a consulté des moines, des guérisseurs, des charlatans. On a organisé des pèlerinages vers des reliques saintes. On a multiplié les messes. Et finalement, en 1904, après 10 ans de mariage et 4 filles, Alexandra a donné naissance à un garçon. Alexis Nikolaïevitch Romanov. L'héritier tant attendu. La promesse d'un avenir. La continuité assurée. Les cloches de toutes les églises de Russie ont sonné pendant des heures. Les canons ont tiré des salves. Les rues se sont remplies de foules en liesse. Le tsar a pleuré de joie. L'empire entier a célébré comme si un miracle venait de se produire. Mais le miracle était en réalité une malédiction déguisée. Les premières semaines ont été paisibles. Alexis était un beau bébé, robuste en apparence,
avec les yeux clairs de sa mère et le sourire de son père. Mais très vite, quelque chose d'étrange s'est produit. Une simple circoncision rituelle, un geste médical de routine, a déclenché une hémorragie que personne ne pouvait arrêter. Le sang coulait et coulait, refusant de coaguler. Les médecins se sont précipités, ont appliqué des compresses, des poudres, des onguents, mais rien ne fonctionnait. L'enfant hurlait. Sa peau devenait pâle, presque translucide. Alexandra est restée à son chevet pendant des jours, pétrifiée, priant sans relâche, convaincue que Dieu ne pouvait pas lui reprendre ce fils après tant d'années d'attente. Et miraculeusement, ou par chance pure, le saignement s'est arrêté. Mais ce n'était que le début. Parce que l'hémophilie ne disparaît pas. Elle attend. Elle guette. Elle revient à chaque chute, à chaque coup, à chaque mouvement brusque. Et Alexis, comme tous les enfants, voulait courir, jouer, explorer. Mais chaque pas était un risque. Chaque jeu devenait une menace. Chaque rire pouvait se transformer en cauchemar. À 2 ans, il est tombé en jouant et s'est cogné le genou. Une ecchymose ordinaire pour n'importe quel enfant. Mais pour Alexis, cette ecchymose s'est transformée en hématome massif. Son genou a enflé jusqu'à devenir 3 fois sa taille normale. La peau a viré au violet, puis au noir. La douleur était si intense qu'il ne pouvait plus bouger. Il hurlait jour et nuit, une agonie continue qui résonnait dans tout le palais. Les médecins ne pouvaient rien faire. Ils n'avaient aucun traitement, aucune solution, aucune réponse. Ils se tenaient là, impuissants, pendant qu'un enfant de 2 ans se tordait de douleur sous leurs yeux. Et pendant ce temps, Alexandra priait. Elle priait avec une ferveur qui frisait la folie. Elle passait des nuits entières agenouillée devant des icônes, implorant Dieu, les saints, la Vierge Marie, n'importe qui pourrait sauver son fils. Et c'est dans ce désespoir absolu, dans cette vulnérabilité totale, qu'est apparu Raspoutine. Grigori Raspoutine n'était pas médecin. Il n'était pas prêtre officiel. Il n'avait aucune formation, aucune légitimité, aucune qualification. C'était un paysan sibérien aux cheveux sales, aux yeux perçants, à l'odeur corporelle légendaire. Il buvait, il forniquait, il blasphémait. Tout en lui criait l'imposture. Mais il avait un don, ou du moins, il savait créer l'illusion d'un don. Quand il a été présenté à la famille impériale en 1905, Alexis traversait l'une de ses crises les plus graves. Les médecins avaient abandonné tout espoir. Ils chuchotaient entre eux que l'enfant ne passerait pas la nuit. Alexandra était effondrée, incapable de manger, de dormir, de penser à autre chose qu'à la mort imminente de son fils. Et puis Raspoutine est entré dans la chambre. Il ne portait pas de potion, pas d'instrument, pas de magie visible. Il s'est simplement assis au bord du lit, a posé sa main sur le front brûlant de l'enfant, et a commencé à parler. Sa voix était basse, hypnotique, apaisante. Il parlait de Dieu, de paix, de guérison. Et lentement, incroyablement, Alexis s'est calmé. Ses cris ont diminué. Sa respiration s'est régularisée. Et le lendemain, l'hémorragie avait cessé. Était-ce un miracle? Était-ce de l'hypnose? Était-ce simplement que l'hémorragie s'était arrêtée d'elle-même, comme cela arrive parfois avec l'hémophilie? Personne ne le sait vraiment. Mais pour Alexandra, c'était la preuve que Raspoutine était un saint vivant, un homme de Dieu envoyé pour sauver son fils. À partir de ce moment, Raspoutine est devenu intouchable. Peu importait ce qu'il faisait, peu importait combien de scandales il provoquait, combien de femmes il séduisait, combien de fois il apparaissait ivre en public. Alexandra refusait de l'éloigner. Parce que chaque fois qu'Alexis souffrait, chaque fois qu'une nouvelle crise menaçait sa vie, elle appelait Raspoutine. Et à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, l'enfant survivait. Mais ce pouvoir de Raspoutine sur la famille impériale a eu des conséquences dévastatrices. La noblesse russe le détestait. Le clergé le considérait comme un blasphémateur. Le peuple le voyait comme un démon qui manipulait la tsarine. Les rumeurs se sont multipliées. On disait qu'il couchait avec Alexandra. On disait qu'il contrôlait le tsar. On disait qu'il prenait des décisions politiques majeures en secret. Certaines de ces rumeurs étaient fausses, d'autres contenaient une part de vérité, mais ce qui importait, c'est que personne ne faisait confiance au gouvernement tant que Raspoutine restait dans l'ombre du trône. Et pendant ce temps,
Alexis grandissait. Ou plutôt, tentait de grandir. Parce que sa vie n'était pas une vie d'enfant normal. Il ne pouvait pas jouer avec les autres enfants. Il ne pouvait pas courir librement. Il ne pouvait pas faire du sport, monter à cheval, se bagarrer avec ses camarades. Chaque activité physique était mesurée, contrôlée, surveillée par des marins dévoués qui le portaient partout, qui le soulevaient comme une poupée de porcelaine, terrifié à l'idée qu'un faux mouvement pourrait déclencher une hémorragie interne. Il vivait dans une cage dorée, entouré de luxe mais privé de liberté. Et le pire, c'est qu'il comprenait. Même jeune, Alexis savait qu'il était différent. Il voyait la peur dans les yeux de ses parents. Il sentait la tension chaque fois qu'il trébuchait. Il entendait les prières murmurées chaque soir. Et parfois, dans ces moments de lucidité douloureuse, il disait à sa mère qu'il ne voulait pas être tsar, qu'il ne voulait pas de ce fardeau, qu'il voulait juste être un garçon normal. Mais il n'avait pas le choix. Il était né dans cette prison de sang et de titres, et personne ne pouvait l'en libérer. À mesure que la Première Guerre mondiale ravageait l'Europe, la situation en Russie est devenue intenable. Le peuple mourait de faim. Les soldats mouraient par millions sur le front. L'économie s'effondrait. Et pendant ce temps, le tsar Nicolas II, faible et indécis, continuait à gouverner comme si rien n'avait changé, comme si le monde n'était pas en train de s'écrouler autour de lui. Alexandra, de plus en plus isolée, de plus en plus paranoïaque, s'accrochait à Raspoutine comme à une bouée de sauvetage. Elle lui demandait conseil sur tout, sur les nominations ministérielles, sur les stratégies militaires, sur les décisions politiques. Et Raspoutine, ivre de pouvoir et d'alcool, distribuait des conseils désastreux qui accéléraient la chute de l'Empire. En décembre 1916, un groupe de nobles conspirateurs en a eu assez. Ils ont invité Raspoutine dans un palais sous prétexte d'une fête. Ils l'ont empoisonné avec du cyanure caché dans des gâteaux et du vin. Mais le poison n'a pas fonctionné. Alors ils lui ont tiré dessus. Plusieurs fois. Et même alors, il a continué à bouger, à ramper vers la porte, refusant de mourir. Finalement, ils l'ont jeté dans la Neva glacée, où il s'est noyé. Sa mort a été célébrée dans certains cercles, mais pour Alexandra, c'était la fin du monde. Elle a perdu son dernier espoir de sauver Alexis. Et sans Raspoutine, sans cette illusion de contrôle, sans cette croyance que quelqu'un pouvait protéger son fils, elle s'est effondrée complètement. Quelques mois plus tard, en février 1917, la révolution a éclaté. Le peuple, affamé et désespéré, s'est soulevé. Les soldats ont refusé de tirer sur les manifestants. Les grèves se sont multipliées. Et le 15 mars 1917, Nicolas II a abdiqué. Il ne voulait plus être tsar. Il voulait juste protéger sa famille. Mais il était trop tard. La famille impériale a été placée en résidence surveillée, d'abord à Tsarskoïe Selo, puis transférée en Sibérie, à Tobolsk, puis finalement à Yekaterinbourg, une ville industrielle grise et hostile où personne ne les aimait, où personne ne voulait d'eux. Et là, dans cette maison ordinaire transformée en prison, ils ont vécu leurs derniers mois. Alexis avait alors 13 ans. Il ne pouvait toujours pas marcher correctement. Ses articulations étaient déformées par les hémorragies répétées. Il passait la plupart de son temps allongé, lisant, jouant avec ses jouets d'enfant, tentant de rester optimiste malgré la situation qui se dégradait chaque jour. Ses sœurs essayaient de le distraire. Nicolas jouait avec lui aux cartes. Alexandra priait sans cesse. Mais tous savaient, même s'ils ne le disaient pas, que quelque chose de terrible approchait. Le 17 juillet 1918, tard dans la nuit, les gardes bolcheviques sont venus les chercher. Ils ont dit qu'il fallait descendre au sous-sol pour des raisons de sécurité, que des contre-révolutionnaires approchaient, que c'était temporaire. La famille a obéi. Ils se sont habillés rapidement. Alexis, trop faible pour marcher, a été porté par son père. Ils sont descendus dans une petite pièce au mur nu. On leur a dit d'attendre. Puis la porte s'est ouverte. Un commandant est entré avec un papier à la main. Il a lu une sentence. Exécution immédiate. Pas de procès. Pas d'appel. Pas de pitié. Et avant que quiconque puisse réagir, les coups de feu ont commencé. Alexis n'est pas mort immédiatement. Les balles ont touché son père, sa mère, ses sœurs. Mais lui, petit et assis sur une chaise, a été touché plusieurs fois sans mourir sur le coup.
Son hémophilie, cette malédiction qui l'avait torturé toute sa vie, n'a même pas pu lui offrir une mort rapide. Il a agonisé pendant de longues minutes, saignant sur le sol froid, entouré des corps de sa famille, pendant que les soldats tiraient encore et encore, paniqués par les cris, par le chaos, par l'horreur de ce qu'ils venaient de faire. Quand tout s'est enfin tu, ils ont chargé les corps sur un camion, les ont transportés dans une forêt isolée, les ont aspergés d'acide, les ont brûlés, les ont jetés dans une fosse anonyme. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Comme si 300 ans de dynastie pouvaient disparaître en une nuit. Mais l'histoire ne disparaît jamais vraiment. Elle laisse des traces. Des os retrouvés des décennies plus tard. Des tests ADN qui confirment l'identité. Des récits de survivants. Des lettres découvertes dans des archives poussiéreuses. Et surtout, elle laisse des questions. Combien de temps la famille Romanov aurait-elle pu régner si Alexis avait été en bonne santé? Combien de décisions désastreuses ont été prises parce qu'Alexandra était désespérée de sauver son fils? Combien de fois Raspoutine a-t-il influencé la politique russe non par malice, mais simplement parce qu'une mère terrifiée croyait qu'il était le seul à pouvoir arrêter les saignements? L'hémophilie n'a pas causé la révolution russe. Mais elle a affaibli une dynastie déjà fragile. Elle a créé une vulnérabilité que les ennemis ont exploitée. Elle a transformé une tsarine en fanatique religieuse. Elle a fait d'un enfant innocent le symbole de la décadence d'un régime. Et surtout, elle a montré que même le pouvoir absolu ne peut rien contre la biologie. Qu'une couronne en or ne protège pas contre les gènes défectueux. Qu'aucune prière ne peut réparer un chromosome brisé. L'histoire d'Alexis Romanov n'est pas seulement une tragédie personnelle. C'est un avertissement. Un rappel brutal que les dynasties qui se marient entre elles, qui privilégient le sang sur la santé, qui confondent pureté avec isolement, finissent toujours par s'effondrer. Pas à cause d'ennemis extérieurs, mais à cause de failles internes qu'elles refusent de voir. Les Romanov ont caché la maladie d'Alexis pendant des années. Ils ont menti au peuple. Ils ont nié l'évidence. Ils ont continué à prétendre que tout allait bien alors que leur héritier ne pouvait même pas marcher. Et cette négation, ce refus d'admettre la vérité, a coûté bien plus cher qu'une simple couronne. Elle a coûté des millions de vies dans une guerre civile sanglante. Elle a coûté la stabilité de toute une région. Elle a coûté l'avenir d'un pays entier. Aujourd'hui, les corps des Romanov reposent dans la cathédrale Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg. Ils ont été réhabilités, sanctifiés même par l'Église orthodoxe russe. On les appelle martyrs. On allume des cierges en leur mémoire. On organise des commémorations. Mais la sainteté ne change pas les faits. Alexis n'était pas un saint. C'était un enfant malade, né dans un système qui ne pouvait pas le protéger, utilisé comme symbole d'un pouvoir qui ne voulait pas admettre sa propre fragilité. Et sa mort, aussi tragique soit-elle, n'était pas un sacrifice héroïque. C'était l'aboutissement logique d'une dynastie qui avait refusé pendant trop longtemps de regarder la réalité en face. Les portraits officiels d'Alexis le montrent souriant, en uniforme de marin, l'air presque normal. Mais ces images sont des mensonges. Des constructions soigneusement élaborées pour cacher la vérité. Parce que la vérité ne vendait pas de rêve impérial. La vérité ne justifiait pas le pouvoir absolu. La vérité montrait un garçon fragile, dépendant, souffrant, entouré d'adultes qui ne savaient pas comment le sauver mais refusaient de lâcher prise. Et cette vérité, même un siècle plus tard, résonne encore. Elle nous rappelle que le pouvoir basé sur le sang, sur l'hérédité, sur la tradition aveugle, est un pouvoir bâti sur du sable. Elle nous rappelle que cacher les faiblesses ne les fait pas disparaître, mais les transforme en bombes à retardement. Elle nous rappelle que les dynasties qui refusent de changer finissent toujours par s'écrouler, souvent de manière violente, souvent en entraînant des innocents dans leur chute. L'histoire des Romanov ne s'est pas terminée dans cette cave de Yekaterinbourg. Elle continue chaque fois qu'un système refuse de se réformer. Chaque fois qu'une institution privilégie l'apparence sur la substance. Chaque fois qu'un leader est choisi pour son nom plutôt que pour ses compétences. Chaque fois qu'une vérité dérangeante est enterrée sous des couches de propagande et de rituels vides. Alexis Romanov n'a pas choisi sa vie. Il n'a pas choisi sa maladie. Il n'a pas choisi d'être héritier. Mais son existence a révélé les fissures d'un système entier. Et quand ce système s'est effondré, il a emporté avec lui non seulement une famille,
mais une ère entière. Alors la prochaine fois que vous entendez parler de dynastie glorieuse, de sang bleu, de pouvoir hérité, souvenez-vous d'Alexis. Souvenez-vous du garçon qui ne pouvait pas courir. Souvenez-vous des hémorragies cachées derrière des rideaux de velours. Souvenez-vous que même les couronnes les plus brillantes ne peuvent rien contre la réalité, et que les mensonges, aussi bien construits soient-ils, finissent toujours par s'effondrer. Partagez cette histoire. Commentez ce que vous en pensez. Parce que l'histoire n'existe que si nous continuons à la raconter, à l'interroger, à en tirer des leçons. Et la leçon d'Alexis Romanov est simple mais brutale. Le sang ne garantit rien. Ni le pouvoir, ni la grandeur, ni même la survie. Seule la vérité, aussi douloureuse soit-elle, peut nous éviter de répéter les erreurs du passé. Et cette vérité, nous la devons aux enfants qui ont payé le prix de l'orgueil des adultes.